podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue aujourd'hui en direct, encore une fois, de stratégie PME 2024. On va parler d'intelligence d'affaires avec Louis-Alexandre Aubertin. Exactement. De ACM. Donc, hey, bienvenue Merci au podcast. de revoir chez vous. C'est le fun. Il y a de l'action, hein? Oui, mais il y a pas du monde. On est juste dans l'attente en plus d'une conférence en face de nous. Donc, écoute, merci de prendre le temps de venir au podcast. Je vais vous occuper à votre kiosque. Peux-tu nous présenter qui est ACM Canada et ton rôle au sein de l'entreprise? Parfait, merci beaucoup Simon. ACM Canada, en fait, on est une entreprise qui est spécialisée en consultation auprès des PME. Donc, de tout secteur confondu, peu importe l'industrie, on va toucher des gardes de métier de la construction, on va toucher des entreprises de fabrication, au niveau service, au niveau service conseil, détail, grossiste, bref, de tous les univers. Et dans le fond, on va toucher 3 plans principalement chez les entrepreneurs. En fait, ça va être l'aspect financier. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser les profits de l'entreprise? D'une part, comment est-ce qu'on peut rendre l'opération le plus efficace possible, donc l'efficience opérationnelle, donc la structure organisationnelle. Et puis, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on peut se développer au plein potentiel, donc aller chercher le développement des affaires, dans le fond, aller chercher l'aspect mise en marché, marketing, se propulser, en fait, par rapport à ça. Moi, chez ACM, en fait, ACM, on a plusieurs experts, dans le fond, dans ces domaines-là, niveau RH, niveau finance, niveau marketing, mise en marché. Moi, en fait, je suis directeur en analyse des affaires pour l'entreprise. Donc, c'est moi qui s'occupe de faire tous les diagnostics d'affaires auprès des PME, dans le fond. Fait que moi, je rentre dans une entreprise avec une page blanche et puis je pose énormément de questions. Donc, je vais être très curieux auprès d'eux autres. Et puis, je détermine, en fait, tous les éléments, en fait, qu'on peut améliorer, renforcer dans l'entreprise pour pouvoir mieux la protéger. Parfait. Tu me lances sur le diagnostic numéro 1. Merci pour l'introduction. Diagnostic d'affaires, tu dis que tu procèdes par audit, hein, par interview, tout ça, mais j'imagine que tu prends des documents, je veux dire, tu signes un NDA, on te donne nos états financiers, on va vous donner la nu, là. Oui, en quelque sorte, évidemment. Hein, et puis, tout ça est fait... il faut le voir un peu comme je suis comme un peu un tailleur ou un médecin généraliste, en fait. Que je débarque en entreprise, puis là, ben évidemment, l'aspect confidentialité est un aspect très important et mondial. Donc, évidemment, tout reste confidentiel, tout reste dans le bureau. Mais dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est de regarder 360 degrés, dans le fond, tout ce qu'on peut améliorer. Donc oui, il ne va pas rester de cachette. En fait, c'est tout au bénéfice de l'entrepreneur devant moi de justement me partager, en fait, tous les détails de sa compagnie pour que je puisse justement émettre un diagnostic qui va être complet pour lui ou elle. Là. Que ce soit la réalité, là, puis qu'on n'ait pas de cachette, autrement. Effectivement, pour que aussi les recommandations soient les plus optimales pour l'entreprise. Fait que là, vous procédez comme ça. Donc, j'ai vu que, écoute, je passais devant votre kiosque, l'analyse, le diagnostic est gratuit. C'est vrai, ça? Oui. C'est comme ça? Oui, c'est fait. Ben, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'était gratuit. C'est pas toujours gratuit. Ben oui, donc on l'offre là pour les gens qui vont passer à la kiosque aujourd'hui. Et puis, dans le fond, dans le cadre du diagnostic, il faut le voir un peu en quelques étapes. Première étape, c'est vraiment on va dire une entrevue en profondeur là, avec les actionnaires, les dirigeants. J'aime aussi beaucoup impliquer tous les gens qui sont décisionnels finalement au quotidien dans l'entreprise, dans cet environnement-là, pour assurer d'avoir des discussions les plus justes et les plus profondes. Suite à ça, dans le fond, il y a une analyse financière. Donc, on va regarder les 4 dernières années financières, on va les analyser. Je vais les analyser. Et puis, suite à ça, je vais émettre des recommandations, à savoir, voici les problématiques qu'on a vécues et voici l'effet qu'elles ont sur les finances, en plus ultimement. Et de là, si on n'a pas considéré déjà la majorité des joueurs clés autour de la table dès le début, je vais rencontrer également des gens de manière individuelle
dans l'organisation qui représentent la majorité des postes clés de l'organisation pour avoir leur feedback, savoir si finalement la réalité qu'on a dépeint est réellement celle qu'ils vivent. La plupart du temps, ça l'est. Des fois, on a des belles surprises. Ouais. Donc, on va chercher tout ce jus-là, en fait, auprès d'eux. Puis, ultimement, à la fin, on met ça ensemble sous forme de rapport avec recommandations et, justement, outils là, à mettre en place dans l'organisation. OK. Puis là, j'imagine après ça, on peut continuer à faire affaire avec vous pour... Comment ça fonctionne? Vous faites de l'accompagnement, vous faites du coaching? Oui, tout est fait de l'exécution? Oui, on fait de l'implantation. Donc, c'est vraiment de tout, c'est planification, la construction des outils custom, des outils financiers et organisationnels et marketing. On va faire de l'implantation du coaching aussi en entreprise. Donc, c'est vraiment clé en main l'accompagnement qui peut être fait à la fin. Tout ça est fait de manière à la pièce, donc ça va dépendre des capacités de l'entreprise, ça va dépendre des besoins d'entreprise. Ouais. Donc, il y a rien qui est... tout est sur mesure au final, mais il y a rien qui est pré-assemblé à l'avance. Vous avez une méthodologie, je suppose, quand même? Oui. C'est juste qu'on peut prendre des bouts, puis on n'a pas... C'est ça. On a fait avec le temps, là, depuis 2008, plus de 4500 diagnostics. Là. OK. Dans tout univers, toute industrie confondue. Donc, ça nous amène à avoir une belle perspective sur ces industries-là. Il y a des corps de métier qu'on fait aussi plus souvent que d'autres. Donc, on a évidemment des standards. On sait comment approcher ces outils-là, ces types d'entreprises-là. Mais au final, à la fin, on reste très spécifique. Moi, j'arrive puis je pars d'une page blanche au final avec devant les clients constamment. Puis à la fin, évidemment, j'ai pris beaucoup de notes. Sauf qu'après, une fois que tu recueilles l'information, vous avez quand même un historique de ratio pour être capable de donner une perspective. Oui, on est capable. J'aime pas beaucoup donner des exemples de ratio. On donne des paramètres, mais je suis quelqu'un j'aime beaucoup comparer les clients avec eux-mêmes. Parce que souvent, dans un type d'industrie, on peut faire énormément, disons, si on prend un corps de métier de construction, on peut faire disons, 50% de la clientèle va être résidentielle, 50% va être commerciale. Mais si je reprends une autre compagnie, même taille, même nombre d'employés, même géographie, mais qui fait 100% commercial, 0 résidentiel, là, les ratios sont plus les mêmes, la responsabilité est plus la même, l'administration est peut-être un peu plus grande, les marges sont peut-être un peu plus faibles. Bref, ça pour dire qu'il y a des particularités tout le temps. Ce qui fait que j'aime pas ça de donner des ratios pour donner des ratios, mais au moins on sait justement dans certaines proportions où est-ce que ça devrait retomber. On sait que faire affaire avec des consultants, ça peut quand même c'est coûteux. Je veux dire, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se le permettre. Votre target market, c'est à peu près quoi? Une entreprise qui dit, écoute, oui, j'ai connu une croissance, mais je pense que j'aurais besoin d'aide externe pas juste l'audit, mais avec accompagnement. C'est quoi le contexte, les contextes d'affaires là, avec certains paramètres là, dans lesquels vous êtes, c'est le temps là, c'est le bon temps, puis c'est profitable à dire. Pour répondre à la première partie de ta question, souvent on va voir les entreprises vont connaître une croissance avec le temps. Puis on va passer à un point d'inflexion, c'est-à-dire on va continuer à croître au niveau du chiffre d'affaires, mais la profitabilité va commencer à diminuer. Okay. Puis souvent, on va s'en rendre compte trop tard, une fois que c'est réalisé, une fois que c'est fait. Et là, on se rend compte que dans le fond, le modèle d'affaires historique n'est plus viable au niveau de ce qu'on est rendu. Fait que ça, souvent, on va le voir avec l'évolution justement de la profitabilité du bénéfice avant impôt, bénéfice d'exploitation. Mais sinon, pour répondre à la deuxième partie de ta question, au niveau de la taille des entreprises, je vous dirais, on commence autour de 1,2 million de chiffre d'affaires. On fait de la plus petite entreprise aussi, mais on commence beaucoup plus à 1,2 million jusqu'à 50 à 60 millions là, de chiffre d'affaires. Puis le nombre d'employés, on commence à peu près à 5 là, et plus. Et plus. Donc, et de tout secteur confondu. OK. Ouais. OK. Ah, ça, c'est une bonne explication. Ouais. Puis, tu sais, au niveau de l'impact sur, puis là, tu parlais, tu sais, souvent, tu as un point d'inflexion, donc le bottom line il est affecté. Mais est-ce que tu as des cas de figure où vous avez, justement, suite à un diagnostic, identifié des opportunités, par exemple, de plus ou... Et comment on parle de croissance des ventes, puis je sais que l'important, c'est ce qui reste au bout, là, on s'entend. Ouais. Mais quand même, en termes de croissance des ventes, avez-vous un impact aussi? As-tu un exemple? Tout à fait. Oui, bien là, encore une fois, je pourrais sortir certains chiffres d'entreprises qu'on a faites par le passé. Mais ce que je veux qu'on retienne surtout, c'est, oui, tout ce qui est rentabilité,
tout ce qui est organisation du travail, donc efficacité, tout ce qui est développement des affaires, c'est des mesures, en fait, qu'on doit implanter pour pouvoir, justement, saisir les opportunités qui se présentent à chaque fois. Tu sais, faire des profits, en fait, oui, on peut augmenter les ventes, mais si on augmente trop vite nos coûts en même temps, puis on n'a pas les bons outils en place pour suivre adéquatement nos coûts, eh ben on va manger nos profits, puis à la fin, on va faire moins d'argent qu'on en faisait avec moi. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment de lier ces trois aspects-là, donc les finances, l'organisation du travail et le développement, pour s'assurer qu'on reste en contrôle en avançant, puis qu'on génère toujours notre plein potentiel. Donc, sur le plan financier, définitivement, je me souviens pas avoir fait une entreprise qu'on n'avait pas trouvé du potentiel de plus à aller chercher. La plupart, c'est assez substantiel. En termes de profitabilité sur les ventes actuelles. Au niveau de l'organisation du travail, souvent les entreprises vont évoluer, vont arriver, puis les tâches, les rôles, les responsabilités, les objectifs de nos gens ont jamais été définis, puis les gens ont fait toujours du mieux qu'ils ont pu, mais le mieux qu'ils peuvent en ce moment, sans orientation, sans vision, sans outils de gestion, ben ça donne souvent des pertes. Puis au niveau du développement des affaires, des fois, c'est des gens aussi qui ont toujours laissé on va se demeurer passifs par rapport à leur développement. Donc, ils ont ouvert la porte, on va dire, à tout le monde. C'est pas toutes les ventes qui sont les bonnes non plus, qui sont les plus payantes. Donc là, il y a une sélection à les faire. Puis comment est-ce qu'on va choisir ces clients-là, les plus profitables et ceux qui sont le plus en équation avec nos valeurs d'entreprise et notre structure? Ben, c'est là qu'il y a une science, justement, à jongler avec ces trois aspects-là. C'est ce qu'on vient faire. Puis, parlant de développement d'affaires, c'est intéressant de vous initier là-dedans, tu sais. Qu'est-ce que tu vois comme problématique la plus fréquente liée justement au développement des affaires dans les entreprises dans lesquelles vous œuvrez? C'est qu'on n'a pas de plan. Carrément. Souvent, les gens ils se rendent à des niveaux qui sans faire nécessairement d'efforts spécifiques par rapport à ça, et ne le planifient pas, ce qui fait qu'ils ont certaines saisons, dans le fond, qui pensaient que l'année était bien partie, ils ont rien fait, puis à un moment donné, les ventes ont tombé, le carnet de clients a baissé à un certain moment, ce qui fait qu'on a eu des moments où nos employés travaillaient à 50% de leur efficacité au lieu de 100% ou du saboché de 100%. Ce qui fait que ça a un effet sur les profits, évidemment. Donc, dans le développement des affaires, je dirais que c'est beaucoup de la planification, de lier avec le reste de l'organisation qui est un enjeu. Puis d'autre part, de bien utiliser aussi tous les outils en place pour parler des différentes aptitudes de l'entreprise. Tu sais, en marketing, en fait, c'est beaucoup de faire aimer, faire connaître, faire agir, qui sont nos trois principaux axes de communication. Souvent, les gens vont essayer de faire les trois axes par une même initiative ou ils vont utiliser que du faire aimer et ils vont oublier de faire agir. Donc, les gens viendront pas acheter, mais ils vont se rappeler d'avoir vu la publicité. Là, c'est de bien trouver le bon outil pour le bon objectif, puis de le mettre en place, puis de le lier à son... Puis est-ce que vous intervenez des fois dans le travail des représentants, tu sais, du responsable développement des affaires? Est-ce que vous faites de l'accompagnement, voir comment ils travaillent aussi? Puis oui, tout à fait. On révise des plans de rémunération aussi quand on est employé à commission, par exemple. On va accompagner vraiment, c'est très, très complet. On peut aller très loin dans le processus d'accompagnement. Évidemment, initialement, il y a toujours une base. C'est comme monter une maison, faire une fondation, il faut monter un premier étage, on a un toit, puis après ça, on fait les agrandissements, puis on part de la base. Et si, justement, la structure financière est mal définie, puis qu'on continue à se développer en faux, on court à notre perte, ça va s'effondrer. Utilisez-vous dans vos analyses un peu d'intelligence artificielle? Comment vous copez avec ce qui sort au niveau technologique? Très peu d'intelligence artificielle dans le cadre du diagnostic. Ouais. En fait, non. En fait, je dirais que c'est un domaine qui s'y prête difficilement. C'est très complexe, c'est très particulier, c'est très précis. Donc, je pense pas que la technologie est rendue là. Donc, non, très peu au niveau de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que tu vois comme enjeu le plus fréquent quand tu te dis, on va encore attraper ça, c'est sûr, dans le diagnostic, c'est toujours ou à peu près toujours là. C'est que, quand vous faites vos interventions, là, je sais, c'est une question large, là, mais quand même, qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Je parlais tantôt, tu sais, je reviens toujours aux trois priorités en affaires, hein, c'est faire des profits, gérer nos clients, gérer nos employés. Faire des liens entre les trois. Je dirais que c'est très, très difficile, c'est très rare, en fait, qu'on va avoir des entreprises qui sont bien
structuré, bien lié, souvent les gens n'auront pas des objectifs qui vont être en lien avec l'atteinte de la pleine rentabilité ou de la bonne performance d'entreprise. Et donc là, il y a un groupe de gens qui vont travailler de manière contre-intuitive par rapport à ça, ou des deux groupes de gens qui vont travailler de manière opposée. Et donc là, on fait du sur place. Fait qu'on n'utilise pas l'énergie puis les pleines ressources d'entreprise adéquatement. C'est-à-dire que ça, c'est un enjeu qui est commun. Sinon, c'est ça, c'est des gens qui se sont développés trop vite, qui ont monté des étages à leur maison, n'ayant pas une base puis une fondation sociale. Donc ça, c'est tout part en fait de notre structure financière. Ultimement, en affaires, hein, on est là pour générer une plus-value. Donc c'est bon pour tout le monde au final. Puis quand tu vois, c'est vrai, c'est que tout le monde a un lien, tout le monde peut avoir tout le monde travaille dans une entreprise peut avoir un sous-objectif relié à la rentabilité. Dans le fond, c'est un peu comme ça que vous l'amenez, tu sais, dans vos YouTube. Il y en a qui sont indirects. Il y en a, tu sais, exemple, on peut parler pour département de développement des affaires en vente, de taux de satisfaction qui indirectement va être lié à l'atteinte d'une rentabilité sur un secteur. Okay, oui, directement ou indirectement, dépendamment comment on le voit, mais ce n'est pas, tu sais, exemple, ce n'est pas d'atteindre 30% de marge brute qui est l'objectif du vendeur, c'est d'atteindre 90% et plus de satisfaction. Et donc, de là va découler une rentabilité qui va toujours osciller dans ces eaux-là. Donc, c'est un exemple bidon, mais en même temps, je pense que tu comprends où est-ce qu'on... Non, tout à fait. Puis en production, après ça, tu sais, moi, je pense à notre agence, par exemple, que les gens qui sont au contenu, tu sais, on traite, puis on est forfaitaire. Fait qu'il y a vraiment une question, même si on est forfaitaire, il faut calculer notre temps, il faut être capable de prendre, tu sais, d'investir notre temps aux bons endroits, puis c'est de faire attention à la réunionnite ou à la double entrée d'informations ou au double briefing, ces choses-là. J'imagine que vous allez jusque dans ces petits détails-là. Là. La manière, les canaux de communication, comment communiquer efficacement justement l'information, oui, tout à fait. Puis tu sais, dans un processus d'affaires, tu sais, une entreprise justement qui fait peut-être une fabrication, va acheter de la matière première de plusieurs endroits, va la transformer une première fois, va la passer à une autre équipe qui va la transformer une deuxième fois. Donc, à chaque étape de ce processus-là, on doit avoir certains éléments de contrôle, certains objectifs qui doivent être liés justement à ce qu'on veut générer au bout de la ligne, autant au brut là, qu'au net. Donc, c'est oui. Fait que tout ça vient... tu sais, c'est des concepts, en fait, qui sont intimement liés puis qui viennent en grappe, souvent. C'est difficile, en fait, d'amener un élément, ou souvent, c'est ça, c'est que des gens vont essayer de, exemple, définir des rôles de responsabilité, puis ils vont se dire, parfait, j'ai commencé, j'ai fait la moitié de mes postes cette année. Là, je sens que ça donne pas de résultat. Je dis, ben oui, mais là, t'as constaté une situation dans ton entreprise, mais est-ce que c'est aligné avec les objectifs que cette entreprise devrait avoir? Non. Donc là, tu te rends compte qu'on génère pas il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de plus-value à aller générer là. Puis quand vous établissez des objectifs comme ça reliés à certains postes de travail, j'imagine que vous faites un lien à la rémunération aussi. Y a-t-il des incitatifs? Oui, ben c'est là où on vient travailler l'engagement. Hein? Ouais. On veut, il y a une possibilité de mettre des programmes incitatifs en place, justement pour les employés qui vont justement favoriser puis l'engagement des employés puis développer une relation gagnant-gagnant. Donc, eux vont être liés avec en fait, leur rémunération va être liée avec la profitabilité de l'entreprise. Mais oui, tout à fait, en fait. Puis autant que faire se peut, c'est ce qu'on veut faire. Justement, c'est réduire, en fait, l'imputabilité de notre charge de main-d'œuvre directe et sur... Exactement. Sur l'entreprise. C'est vraiment fascinant. Toi, qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ça? Attends, si on en prend une chose. Qu'est-ce que dans tout cet environnement-là, là? Moi, quand j'arrive en entreprise, souvent, je me rends compte que les gens c'est des bons artisans. C'est des gens qui sont super compétents, super intéressants, qui ont ça depuis très longtemps. Ils sont souvent aussi plus vieux que moi. Mais que l'aspect gestion est une lacune. Puis là, je sens vraiment qu'en leur exposant certaines réalités de l'entreprise, puis simplement en leur posant des questions, ils se rendent compte, en fait, du bénéfice d'aller, justement, d'enlever des points d'interrogation autour d'eux pour mettre justement des solutions puis des... Tu vois les points d'exclamation, les moments. Souvent, c'est ça commence un peu craintif par rapport justement à la confidentialité. Là, on s'ouvre, hein, puis ça remonte les chiffres. Puis bon, j'imagine. Puis déjà à la fin de la première journée, les yeux s'ouvrent. Je pensais pas que j'avais ce potentiel-là dans mon entreprise.
Puis je savais pas que j'avais tous ces enjeux-là, mais effectivement, il était là. Puis ça aide aussi de savoir où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Et de définir après ça un chemin puis une méthode pour s'y rendre. Mais ça facilite après ça toute la gestion. Puis souvent, les gens vont travailler après ça sur des tâches à valeur ajoutée pour leur organisation et arrêter d'être toujours dans l'exécution. Tu sais, c'est un peu la loi de Pareto 20-80. Là. Ouais. Souvent, je les rencontre, ils font 20% de gestion, puis ça c'est bon, 80% d'exécution. Puis suite à l'implantation, justement, ben là, c'est l'inverse. Là, ils font la planification de l'organisation, de la direction et du contrôle de leurs opérations. Et donc, tout ça, c'est de la gestion. Et ils vont devenir des gestionnaires. Constater ça, j'imagine, ça doit être gratifiant au final. Oui, c'est super grave. J'ai des beaux commentaires régulièrement là, d'entrepreneurs qui justement qui se rendent compte en fait des bénéfices d'aller adresser ces enjeux-là dans leur entreprise. Hein. C'est vraiment passionnant. Merci. Merci beaucoup d'être passé pour vrai. Merci de ta contribution. Beaucoup, Simon. Merci de faire partie du AKO de l'événement. Fait que, c'est un grand plaisir, puis merci de l'invitation. Puis comme d'habitude, on a une checklist. Tes informations de contact vont être là, celle de l'ACM aussi. Tous les points importants qu'on a discutés aujourd'hui. Fait que, en gros, merci d'être passé. Ça marche. Merci beaucoup, Simon. Merci à toute l'équipe. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.